Si maintenant je peux me permettre de parler un peu du mental et de la mémoire, c'est que des regards ont été portés. C'est cette faculté de prendre conscience qui va commencer à créer un recul au moment où nous pensons et qui va nous permettre de devenir le témoin du phénomène de la pensée. Tu l'as très bien dit, c'est lorsque l'on commence à prendre conscience du phénomène que le phénomène perd en puissance, ralentit, et un jour, lorsque l'on sera pleinement conscient ou lorsqu'on aura une lumière très claire du phénomène, il nous sera même possible d'arrêter le mental. C'est comme un mouvement qui s'arrête. Mais il faut d'abord commencer à prendre conscience, à porter des regards. Et ça, comme tu le disais aussi, c'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'on n'a pas l'habitude. Alors, on va parler, je sais pas si tu as des choses à dire. Moi, en tout cas, je sais que j'entends beaucoup de gens dire oh là là, j'en ai marre de ce mental, j'arrive pas à l'arrêter, la nuit ça m'empêche de dormir, je me lève le matin, je suis fatigué, je sais plus quoi faire, même dans la journée, ça revient, il y a des choses qui reviennent, qui me gênent. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ont pris conscience de ce phénomène parce que pour qu'ils puissent dire oh là là, le mental m'a empêché de dormir, ou mes pensées reviennent dans la journée et m'empêchent d'être libre, de pouvoir profiter de ce que je suis en train de faire, ça veut dire qu'ils ont pris conscience en eux. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont pris conscience, grâce à la lumière dont on parlait, de ce phénomène. Donc c'est comme tu le disais, c'est cette même lumière qui leur a permis de prendre conscience de la puissance du mental et puis du fait que il occupe une place trop grande dans leur vie. C'est cette même lumière qui va leur permettre de se rendre compte de ce mental qui se met en route à un moment donné. Mais il faut aussi, je pense, autre chose, c'est-à-dire en avoir assez. Il faut avoir une sorte de souffrance intérieure, entre guillemets, une sorte de lassitude d'être occupé, d'avoir son espace intérieur occupé par ce mécanisme mental dont on parle. Et si vraiment ils prennent conscience, je crois, hein, on prend conscience qu'il y a en nous cette lassitude, une sorte de souffrance euh, de cette occupation du mental de notre espace intérieur, eh bien je crois que ça sera plus facile d'être attentif au moment où le mental va se mettre en route. Donc il y a un peu deux étapes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. La première étape, c'était de prendre conscience de cette occupation, hein, du mental, de mon espace intérieur, et puis de la vie même quotidienne, quoi. Et en même temps, ça a provoqué chez moi une envie de trouver une solution, quoi. Mais la solution, elle est en nous. Et c'est la seule solution possible, c'est cette lumière qui nous a permis de prendre conscience de l'occupation de ce mental, de l'expression trop fréquente du mental. C'est cette même lumière qui va nous permettre d'être attentif au moment où il se met en route, et petit à petit, petit à petit, petit à petit, en prenant chaque fois le plus souvent possible conscience de ce mental qui se met en route, soit mécaniquement, soit sur un sujet donné, eh bien on va constater ce que tu disais, c'est-à-dire que le mental va ralentir, il aura moins de puissance et à un moment donné, on pourra beaucoup plus facilement intervenir grâce à la lumière et le stopper. Donc, au départ, c'est un problème sensible, Oui, un problème de l'âme, je dirais, et puis de souffrance. c'est ça. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. C'est Hein. comme ça, comme il faut être un témoin et après connecter la mémoire de souffrance qui a été déjà passée. C'est ça? C'est plutôt C'est d'abord une souffrance la souffrance. qui va t'amener à prendre conscience, Attends, donc à te servir du témoin. le témoin. Voilà. Oui. Et c'est cette capacité en nous
qui va commencer à nous dégager du mental. Mais le dégagement du mental va se faire par les regards portés. C'est quelque chose de très intime. Tout ça se passe dans notre dimension intérieure. On ne peut pas faire écrire et puis dire petit a, il faut faire ceci, petit b, il faut faire cela. C'est chacun qui doit apprendre C'est chacun c'est ça. qui doit faire son expérience et prendre conscience de la capacité qu'il a à porter des regards dans sa dimension intérieure. Dans les écoles, on commence à habituer les enfants à regarder en eux. Eh bien, c'est une très très bonne chose parce qu'ils vont avoir, en commençant tout petit, une certaine facilité, je dirais, à voir en eux. Et ça, c'est ce qui nous manque. On ne s'est jamais servi de cette faculté qu'on a. Et pourtant, on l'a. Voilà, c'est un petit peu ce que je dis dans le livre. Si on demande à quelqu'un comment il va, c'est une question bête, hein, comment vas-tu? Que fait la personne? Elle prend conscience intérieurement de ce qu'elle vit sensiblement. Et puis après, elle répond, oui, ça va ou non, ça va pas, j'ai mal ci, j'ai mal là. Donc on a cette capacité de regarder en nous. Le mental occupe une grande place en nous. On comprend sensiblement qu'on a besoin de liberté en nous. On a besoin d'être vide pour pouvoir apprécier l'instant présent. Et ce qui nous fait souffrir, c'est ce mental qui vient à longueur de temps nous ressasser des problèmes. On a cette capacité en nous de prendre conscience, mais cette capacité, il faut s'en servir. Alors, plus on va s'en servir, plus on va regarder, et plus ça va être facile. On pourra voir un peu plus tard pourquoi ça devient plus facile. On parle du mental et de la puissance qu'il peut prendre en nous, et on voit qu'il impacte le corps, parce que en fait, lorsque l'on pense, le corps vit ce que nous pensons dans le champ de notre conscience. On voit que le corps est sous l'influence de l'émotion de ce que le mental lui propose comme image. Tu as vu un film hier soir, tu parlais de ce film. Ce film t'a impressionné, t'a touché sensiblement et a laissé des traces en toi. Et cette mémoire a ressurgi pendant la nuit, puisque tu as fait un rêve. On a vécu beaucoup d'événements dans notre vie. Et ces événements passés, évidemment, ont laissé des traces et nous influencent, nous poussent même bien souvent à faire des choses inconsciemment ou à penser à des choses inconsciemment. Cette mémoire, ce mental, n'est pas juste qu'une capacité à contacter des traces. On sent qu'elle est vivante en nous et qu'elle acquiert de la puissance. Elle peut nous toucher émotionnellement, elle peut nous pousser à agir. L'animal, lui, n'est pas dérangé par son mental, il n'a pas de mots, il va pas contacter des images, il marche, voilà, je vois mon chat qui marche dans le jardin. Il n'a pas de problème psychologique apparemment, il peut en avoir s'il y a maintenant il a des conflits avec d'autres chats à côté. Mais bon, il n'est pas dérangé par le mental. Tandis que nous, on est assis sur notre canapé, on a bien mangé, tout va bien, puis d'un seul coup, on peut se mettre à être troublé, à avoir peur, parce qu'on pense à une chose ou à une autre. Il y a l'exemple, on va dire caricatural, enfin, entre guillemets, du terroriste. Du terroriste qui va penser tellement à partir à certaines idées, quelles qu'elles soient, qu'il peut en être amené à les tuer des gens. Simplement parce qu'une idée a pris possession de lui, il y a pensé. On pourrait même dire, pour être peut-être plus juste, qu'il a laissé cette idée tourner en lui, dans sa dimension intérieure, sans intervenir, sans se poser de questions, sans se dire mais
qu'est-ce que c'est que cette idée, pourquoi je pense ça, qu'est-ce que ça signifie. Il a laissé cette idée librement tourner en lui, prendre de la puissance, jusqu'au moment où il a été lui-même soumis à elle, au point qu'il va prendre une arme et aller tuer des gens dans la rue au nom de cette idée. Donc ça peut aller, par exemple, jusque-là, quoi. L'emprise et l'influence du mental sur un être. Ouais. Oui, on a l'impression que ce mental, ces pensées, puisque là, évidemment, on va parler de la pensée, a le pouvoir d'intensifier un sentiment ou une émotion relativement à une idée. Voilà, bon, ben, voilà, le terroriste, lui, il pense, il se projette, il pense que ce qu'il fait est bien, est bon, pour telle ou telle raison, et il y pense beaucoup. C'est son émotion, sa sensibilité, son émotivité, sa sensibilité qui va être nourrie par chacune de ses pensées. Et à un moment donné, il pourra même plus résister à son mental, à son sentiment. Il va être amené à faire des gestes. Il pourra même pas y résister finalement. C'est un petit peu comme nous, hein, si on se met à penser au chocolat et puis qu'on dit tiens, je mangerais bien un petit bout de chocolat, et puis on se dit bon, ben non, finalement. Puis l'idée revient, puis au bout d'un moment, on doit se lever, puis on va aller manger notre bout de chocolat. Et on a tous vécu un truc plus anecdotique. On écoute une chanson, sensiblement elle nous plaît, et puis on la répète. Donc on arrête le disque, on arrête la musique, mais on se la répète mentalement, on la chantonne, et on la répète encore. Et puis à un moment donné, ben, on en a assez, c'est comme si on avait mangé plein de chocolat. Et puis à un moment donné, on a assez de chocolat. Et pareil pour la chanson. On l'a répété beaucoup, on l'a chanté, soit tout seul à la maison, soit dans notre tête. Et puis à un moment donné, on se dit, bah, ça suffit, on passe à autre chose. Mais ça marche pas. Parce qu'on se rend compte à ce moment-là que la chanson, elle continue toute seule. Elle revient. Alors qu'on s'est dit, bon, ben stop, ça suffit, je vais faire autre chose. Mais on a tous vécu ça. La chanson, elle continue. Donc on se rend compte à ce moment-là que quand on permet à la pensée, que ce soit une chanson ou nos propres idées, nos propres envies, de se répéter, au bout d'un moment, eh bien, elles deviennent même autonomes. C'est-à-dire qu'elles n'ont même plus besoin de nous, et même quand on décide de dire stop, ça suffit, on se rend compte avec l'histoire de la chanson, eh bien, que cette pensée est devenue comme autonome et qu'elle continue toute seule à vivre. On pourrait dire ça, quoi, à vivre. Et à donc continuer à occuper notre espace intérieur. Oui. Ça, c'est incroyable, quoi. Oui, tout le monde a vécu ça. Nos pensées marchent comme ça. Il va falloir qu'on commence à porter des regards, qu'on commence à concevoir, je dirais même, un champ de conscience. Parce que pourquoi ça nous est difficile de regarder en nous? On voit que il nous est facile de faire des choses qu'on a l'habitude de faire. Ça vous est facile de comprendre quand je parle. Voilà. Mais pourquoi ça vous est facile de comprendre? Parce que une lumière en vous a conçu un champ de conscience, une mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un champ de conscience? C'est une mémoire de l'expérience. Irina, tu as appris à parler le français? Eh bien, voilà, tu as commencé à porter ton attention sur les mots. Oui, au début, il était très dur. C'est parce que je n'ai pas compris le sens des phrases. Même d'abord, il faut apprendre à écrire le mot, après le prononcer le mot, et après il faut apprendre le sens des phrases, et après ça revient, et après je peux parler, et je peux discuter. Voilà, C'est comme on fait lumière, comme on met lumière sur les mots, sur les phrases. Et je peux les comprendre maintenant. voilà.
Donc il a fallu que tu enregistres d'abord les mots français, que tu t'habitues à les répéter et que tu comprennes le sens de chaque mot et que tu lis les mots entre eux pour faire des phrases. Voilà. Eh bien ça, c'est une expérience. Et maintenant, ta compréhension est spontanée. Tu comprends spontanément quand on parle, parce que tu as la mémoire de l'expérience. Et cette mémoire de l'expérience, elle s'est conçue grâce à cette lumière qu'on appelle la conscience, à l'attention portée, et grâce à un ensemble de facultés dont on parlera. Et ce sont ces facultés qui ont conçu la mémoire de l'expérience. Et cette mémoire de l'expérience est un champ de conscience. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de porter une attention à l'intérieur, dans notre dimension intérieure? C'est difficile parce qu'on n'a pas conçu de champ de conscience. Mais au fur et à mesure qu'on va porter des regards en nous, alors un champ de conscience va se concevoir et ça va nous être de plus en plus facile d'observer comment la nature œuvre en nous. C'est-à-dire, on peut changer le mental? Oui, le mental va se transformer parce que on parle de la mémoire, mais cette mémoire, elle est construite avec des idées, avec des éléments, avec des émotions, avec des gestes, avec des réflexes, avec des automatismes. Mais si maintenant, et c'est Jean-Marc qui en a parlé un petit peu tout à l'heure, il a dit, si on commence à remettre en question, si on commence à remettre en question nos gestes, nos réflexes, nos automatismes, nos sentiments, tout ce que l'on pense, vous allez me dire, ça fait beaucoup, on n'a pas fini. Ben, il faut bien commencer. C'est ce qu'on a fait quand on a appris à conduire. Quand on est rentré la première fois dans une voiture, on ne savait pas. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on a appris à jouer au tennis. Oui, mais quand même là, c'est pas la même chose, hein. C'est surtout ce qu'on a commencé à faire quand on a à 18 ans ou à 20 ans, on a été voir notre guide Albert Vallée. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose dans une autre dimension, si tu veux. C'était pas juste l'ordre de geste, d'une gestuelle. Ouais. Là, ça a été vraiment la mise en œuvre de la conscience elle-même, qui est par elle-même, grâce à notre guide, puisque c'est lui qui nous a indiqué, voilà, maintenant il faut regarder en vous. Si vous ne regardez pas, il ne se passera rien. Et alors maintenant, on comprend un peu plus clairement, il ne se passe rien parce qu'aucun champ de conscience n'est conçu. Tout l'être est impliqué, même le corps physique. Oui, alors il y a un petit passage du livre où je dis « Les atomes, les cellules, les organes, les sens d'un corps physique répondent mécaniquement au contact avec le monde à cause de leur nature mémorielle. Le corps physique a son mental, sa mémoire. Chaque cellule a une mémoire, un organe a une mémoire. Et il répond aux événements, le foie, voilà, quand on mange quelque chose par exemple, il répond à ce qu'on mange grâce à la mémoire de ce qu'il doit faire. Donc, un foie a une mémoire, le cœur a une mémoire, le corps a une mémoire. Il a même, je dirais, une mémoire de l'harmonie que nous n'écoutons plus. On parle du mental, de ce mental récurrent qui nous subjugue, que l'on subit, mais il crée des tensions, un nombre de tensions incroyables dans le corps physique qui lui font du mal. Quand on est assis sur un canapé et qu'on se met à penser, on peut très bien se retrouver sous tension, alors qu'aucun événement particulier ne vient troubler notre espace vital. Mais le simple fait de penser à quelque chose du passé met le corps sous tension. Ces tensions répétées, que le corps n'a pas du tout envie de vivre,
mais qu'il subit, puisque on subit notre mental, va abîmer le corps, va lui faire du mal. C'est le cœur qui a commencé à battre plus vite. Et j'ai aperçu aussi, je commence à avoir mal à la tête. Oui. Et après, c'est Et puis on peut hypertension qui monte. avoir mal à l'estomac, Voilà. avoir les intestins barbouillés. Et c'est le fait d'avoir pensé à une scène du passé, avoir été pris par le mental, Oui. qui a ses effets sur le corps. Quelque chose dans le travail qui nous tourmente. On y revient, ce tourment revient nous hanter, on y repense. Dans le champ de notre conscience, on vit le passé. C'est pas l'instant présent, mais c'est ce passé, ce mental qui s'impose. Oui, les médecins le disent, il y a un certain nombre, un pourcentage assez important des cancers, ça s'est prouvé, qui sont dus à la pensée, au mécanisme de la pensée. Les ulcères à l'estomac aussi. Il y a un certain nombre d'ulcères à l'estomac qui sont la conséquence d'une pensée trop puissante qui provoque ce genre de troubles, quoi. Eh oui. Oui, si on est attentif au moment où on pense et qu'on prend conscience du corps, au moment où on est tendu par notre mental, on se dit, ben voilà, tiens, ça agit là-dessus. Et voilà, j'ai les épaules contractées, j'ai telle ou telle partie du corps, l'estomac, ou les mains, ou les bras, ou les... On voit comme le mental, les pensées. Alors, il va falloir aussi qu'on... Je pense que ça sera dans une autre partie qu'on parle beaucoup plus de la pensée. Ça rejoint en tout cas ce que tu disais tout à l'heure, au début de la vidéo, que nous vivons ce que nous pensons. Voilà. Donc là, ça montre, c'est l'exemple flagrant de l'impact, de la résonance du mental, des pensées, sur le corps physique notamment. Tu dis, on vit ce que l'on pense, on le vit émotionnellement, oui, Ouais. mais on se rend compte aussi qu'on le vit au niveau physiologique, au niveau du corps, C'est ça. que le corps physique est fortement impacté par les pensées. Oui. Alors, si maintenant on regarde, on se dit, tiens, mais quand même, c'est assez rigolo cette histoire. On a, nous, êtres vivants, une lumière qui nous éclaire. Cette lumière éclaire. Et elle donne vie à tout ce qu'elle touche. On peut, grâce à cette lumière, éclairer notre passé, notre mental, et puis se faire tous les films possibles et inimaginables dans notre tête. Ou alors, ce mental s'arrête et cette lumière peut éclairer notre corps et l'instant présent. Alors, on parle de ce mental et on l'accuse un petit peu, on accuse beaucoup notre mental, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'ennui parfois dans les moments où on ne fait rien, où on est dans sa chambre, on ne va pas parfois nous-mêmes chercher le mental pour se créer des histoires, pour imaginer. Oui, ça peut arriver, ça, effectivement. Mais c'est... Oui, on a tellement l'habitude d'excitation de toutes sortes que lorsqu'on se retrouve au calme, tranquillement, à la maison, sans excitation particulière, il y a une telle habitude d'être sous excitation, on pourrait dire, à travers notre vie, le travail, où on demande beaucoup de choses, la vie sociale, où il y a beaucoup d'excitation de toutes sortes, ne serait-ce que les voitures, la circulation, le mouvement. Quand on va faire ses courses, il y a beaucoup de monde. Tout ça, ce sont des excitations que l'on vit. Et mécaniquement, on peut avoir une envie d'excitation, c'est un peu ce qu'on appelle l'ennui, lorsqu'on se retrouve tranquillement à la maison. Voilà. C'est un petit peu comme si, automatiquement, on pourrait dire, on ne supporte pas cette absence d'excitation auquel on est habitué à travers notre vie. Et finalement, on refuse ce silence et ce calme qui est autour de nous et en nous,
Et donc, presque automatiquement, presque mécaniquement d'ailleurs, eh bien, on va aller dans la pensée qui, par son mouvement, est une excitation. Donc, on retrouve une excitation à laquelle on est habitué et on y retourne mécaniquement. En tout cas, ça, c'est possible. On a déjà vécu ça. Voilà. On y retourne pour l'excitation que le mental procure. Notre corps est conditionné, tu l'as dit, par les excitations, l'agitation qu'il y a dans notre vie. Et évidemment, il est habitué et même conditionné à des excitations répétées. Et lorsqu'il se trouve au calme, voilà, quand on rentre à la J'ai maison, aperçu même que même je suis au calme, je commence à parler à moi-même. Il y a une voix qui est à l'intérieur de moi et je dis qu'il ne faut pas parler et non, et j'attends sur cette voix-là qui parle, qui, je ne sais pas comment il faut être, comment on peut être en paix intérieure. ah ben, J'essaie ouais, d'être entre moi, oui, avec moi-même, mais même entre moi, elle commence à parler aussi. oui, Ça, c'est pas le témoin qui commence à parler, c'est le mécanisme, ce c'est la mécanisme. force du mécanisme. Et puis, parce que, évidemment, le mental, euh, on vit le mental. Et si on observe ce que l'on vit lorsque l'on pense, on jouit. On jouit Oui, de nos pensées. c'est comme un rôle. Alors c'est formidable parce que dans le mental, on ne projette que des choses qui nous arrangent, que des situations où Ah oui, c'est on ça. est à notre avantage. Et puis, il y a, on est obligé de le constater au moment où on pense, ces projections, mais il y a aussi la jouissance liée à ces projections. Et on voit tout de suite qu'il y a un moi, notre image, Mm. à laquelle on est identifié, et on se voit ceci, on se voit cela. Donc, on commence à comprendre que on a goûté un petit peu aux fruits défendus, à la pomme, on a pris du plaisir à penser. Il y a en arrière-plan une jouissance à penser, à se projeter et à imaginer des histoires qu'on ne peut pas vivre dans le monde physique, parce que dans le monde physique, on se prend des claques à chaque coin de rue. C'est pas du tout la vie du mental. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'imaginer sa vie mentalement que physiquement. Donc, il y a la vie réelle et la vie rêvée, quoi. Oui, la vie réelle, oui, le monde physique, on peut dire que c'est la vie réelle, oui, d'une certaine façon, et qu'il y a le monde rêvé. Alors ça, c'est sûr, C'est le monde mental. c'est le monde mental. Le monde mental. Alors celui-là, on fait ce qu'on veut dedans, c'est formidable. On peut se retrouver archi-milliardaire avec des maisons, des piscines. J'imagine que tous les grands dictateurs sont passés par ces phases-là d'imagination. Voilà, donc il faut vraiment bien regarder le mental, la mémoire spontanée, donc, qui nous sert dans la vie courante, là, maintenant. Et puis la mémoire contactée, qu'on appelle le mental, les pensées, les projections. Et là, évidemment, c'est plus complexe, parce qu'il y a des arrière-plans, il y a un moi, il y a des instincts, il y a des désirs, il y a des... C'est pas insurmontable, on va regarder tout ça, hein. Il faut le regarder. C'est complexe, disons, par l'enchaînement. Nous sommes des êtres cycliques. À un moment, on veut jouir d'une chose, après, on n'en veut plus, et puis on veut jouir d'autre chose. Quand les choses seront un peu plus claires, ben notre vie sera un peu plus ordonnée, et puis, on sera moins dans le chaos. On aura une perception spontanée de ce qui se passe au moment où il se passe quelque chose. Lorsque notre sensibilité nous alerte,
la sensibilité est troublée et il y a un regard porté. C'est une seconde nature, je dirais. Oui, c'est ça. C'est vraiment une seconde nature. On devient un être conscient à partir du moment où on met en œuvre cette capacité à prendre conscience. C'est devenu une seconde nature parce qu'il y a eu une aspiration au calme intérieur, justement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien penser, parler, penser. Mais chez moi, c'était pas comme ça. À un moment donné, il y a eu l'aspiration à vivre un calme intérieur aussi, pas que le calme extérieur. Donc, le déclencheur, ça a été la sensibilité, qui aspirait à ce silence, à trouver ce silence intérieur aussi, et ce calme intérieur. Donc, quand il y a cette aspiration, eh bien, naturellement, on pourrait dire, petit à petit, la lumière de conscience est comme appelée par cette sensibilité qui aspire à ce silence intérieur, que le mental ne permet pas souvent, parce qu'il est tout le temps en train de tourner, de parler d'une chose ou d'une autre, avec des arrière-plans différents. Donc il y a ce bruit intérieur et c'est cette sensibilité en nous qui aspire au silence intérieur. Et c'est elle qui va appeler la lumière, qui elle va pouvoir commencer à observer le mental, à essayer de voir pourquoi il se met en route à un moment donné, quelles peuvent être les raisons de ce déclenchement du mental. Ça peut être des questions liées au corps, ça peut être des questions cycliques, des causes cycliques. Donc il y a toute une série de causes qui peuvent provoquer la mise en route du mental. Mais quand il y a cette aspiration au silence intérieur, au calme intérieur, ben, assez facilement, la lumière vient et puis devient témoin de ce qui se passe en nous mentalement. Il y a une chose dans le fait du témoin et de la conscience qui observe. C'est que, zut, c'est parti. À l'instant, c'est pas grave. Mais je vais le dire, il faut le dire. Il va se passer une chose du point de vue de l'intellect très importante en ce qui concerne le fait de prendre conscience. Cette chose, c'est que on va comprendre à un moment donné, parler ne sert à rien du tout, puisque parler, c'est de la mémoire. Lorsque je parle, même si j'ai la sensation ou la notion que je comprends quelque chose, c'est illusoire. L'intellect nous donne l'impression que nous comprenons et que nous voyons quelque chose. Mais ça, c'est une illusion qu'on va comprendre au fur et à mesure qu'on va découvrir le témoin en nous. Et notre confiance va être remise au témoin et non plus à l'intellect. Notre confiance va être mise au silence et non plus à cette faculté qui fait blabla et blabla et blabla. Au fur et à mesure, on va mettre l'intellect de côté. Peut-être par mécanisme, on va employer l'intellect, mais on va comprendre que sa vibration n'est pas lumière. Quand on va regarder un petit peu l'intellect, ce qu'il est lui en tant qu'intellect, il va comme s'effondrer. Si on emploie l'intellect, on n'est pas dans la relation. Il faut être silencieux à l'intérieur. Le témoin, lui, englobe, il accepte, il prend tout. Et la lumière peut éclairer à ce moment-là. Le fait de voir, d'observer,
Ça va devenir une seconde nature et on mettra le mental à sa place. On ne subira plus le mental parce que on aura conçu aussi, comme je le disais tout à l'heure, un champ de conscience qui va permettre de le voir lui. Et on ne sera plus dans le mécanisme du mental, mais dans l'observateur. Voilà. Et on se rendra compte que ce silence intérieur qui fait peur à certains et qui incite, c'est souvent mécanique, mais ou qui incite certains à penser beaucoup, ce silence, ce silence intérieur, il a un rayonnement sensible. Et ce rayonnement sensible, c'est la paix. C'est ce qu'on appelle la paix. Et quand notre sensibilité goûte cette paix qui est liée à ce silence intérieur, elle ne souhaite qu'une chose, c'est le vivre, la vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est aussi une constatation. Voilà, bien écoutez, ça sera peut-être le mot de la fin. C'est toujours un réel plaisir d'aborder ces aspects de la vie qui font que nous sommes des êtres vivants. Puis on vous dit à très bientôt.